Et pour une meilleure lisibilité, je vais me permettre de vous appeler Emmanuel Macron pendant tout cet entretien. On est bien d'accord, ça vous va, vous acceptez? Parfaitement, c'est la règle démocratique. Alors nous avons 6 points à aborder, Emmanuel Macron, ensemble. On va commencer par le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français. Votre mesure phare dans ce domaine si vous êtes réélu? Si je devais en choisir une, je dirais que c'est de tripler la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui celle que j'ai instituée en 2019, limitée à 1 000 € par an, jusqu'à 2 000 pour ceux qui signent un contrat d'intéressement dans l'entreprise. Je souhaite la tripler. Et donc, les entreprises pourront justement délivrer cette prime de pouvoir d'achat à chaque travailleur jusqu'à 3 000 € par an, montée à 6 000 dans les entreprises où il y a un contrat d'intéressement qui est signé. C'est très concret, c'est très direct, c'est du pouvoir d'achat. Et au fond, c'est dans cette philosophie de ce que j'appelle le dividende salarié. Quand l'entreprise va bien, qu'elle fait des bénéfices, plus personne ne comprend qu'il n'y ait que l'actionnaire qui touche. Et le salarié doit aussi pouvoir bénéficier, participer, être intéressé. Et ça sera valable pendant toute la durée du quinquennat? Ce sera valable, et je l'espère même au-delà, parce qu'il faudrait que ce soit pérenne. Mais premièrement, c'est sans impôt ni charge. Deuxièmement, en effet, c'est dans la durée. Ça permet du pouvoir d'achat et ça permet d'avoir un élément de pouvoir d'achat qui suit aussi les résultats et les performances de l'entreprise. C'est quand l'entreprise le peut, les années où c'est très dur, elle revient au salaire et aux primes de base, mais ça permet de moduler. D'autres candidats proposent, eux, d'augmenter le SMIC, d'augmenter les salaires, par exemple. Ça, c'est pas votre cas, directement? Les salaires, ça n'est pas l'État qui en décide. Et c'est une bonne chose, on est une économie de marché. Il y a des équilibres qui sont faits. Je ne propose pas d'administrer l'économie. Ensuite, le SMIC. Dans le SMIC, il y a une formule de prix, je l'assume totalement. Il a augmenté, il va augmenter parce qu'il y a maintenant de l'inflation. Si on va au-delà de l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? On détruit des emplois. De manière très simple. C'est-à-dire que le SMIC est fait d'une telle façon qu'il correspond aussi à un nombre d'heures et à des qualifications. Et nous le savons, la France fait partie d'ailleurs du peloton de tête en niveau de SMIC. Si on va au-delà et qu'on administre encore plus le SMIC en le montant au-delà de l'inflation, très concrètement, on réduit la compétitivité de nos entreprises et on détruit des emplois. Or, moi, je pense que la meilleure mesure de pouvoir d'achat, c'est de continuer à réduire le chômage. J'ai un objectif, le plein emploi, d'ici 5 ans. Il est atteignable parce que durant les 5 ans qui viennent de s'écouler, on a diminué d'un peu plus de 2 points notre taux de chômage. On est aujourd'hui à 7,4%. On était à plus de 9,5% quand j'ai été élu. Je pense qu'on peut aller dans la zone des 5% si on s'y attelle. Et ça, c'est du pouvoir d'achat gagné pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de travail. À propos d'emploi, un mot sur le RSA, 575,52 € pour une seule personne. Vous envisagez de le conditionner à 15 ou 20 heures d'activité par semaine. C'est quoi ces activités? Du travail pas cher payé, comme on a pu l'entendre, ou de la formation pure et dure? Alors, merci de me permettre de clarifier. Le RSA, ça vient du RMI, institué par Michel Rocard en 1988. On l'a oublié, dans le RMI, il y avait le I de insertion. Il y avait un contrat d'insertion. La personne à qui on donnait un revenu de solidarité avait des obligations de travailler, de s'engager pour pouvoir s'insérer, parce qu'il est loin de l'emploi. On a progressivement perdu cela de vue, il faut être lucide. Et ça, c'est notre faute à nous, collectivement, aux institutions. Parce que le RSA, on a dit, on l'a confié au département. En même temps, c'est une somme qu'on verse et elle est versée par la CAF. Moi, ce que je propose, c'est d'abord de dire, on doit se remobiliser. Les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, il faut mieux les accompagner. Et donc, j'assume de dire, il y a une part des bénéficiaires du RSA. C'est un travail ou c'est une formation? C'est une activité d'insertion et ou de formation. Si c'est un travail, c'est rémunéré au moins au SMIC. C'est pas 6 € de l'heure? Non, je ne suis pas pour l'esclavagisme. Donc, si un bénéficiaire du RSA trouve un travail à temps partiel, alors il sera rémunéré au moins au SMIC, mais on va simplifier les règles pour qu'il puisse continuer à être accompagné, qu'il ne perde pas tout de suite tous ses droits, pour progressivement que chaque heure de travail soit mieux rémunérée et qu'il ne perde pas ses revenus. Je vais y revenir parce que c'est lié à une autre mesure. C'est plus clair. Deuxième chose, c'est qu'à côté de ça, on ne peut pas dire il touche son RSA, mais on ne l'accompagne pas. Je crois à l'insertion par l'activité économique. Sans faire culpabiliser les plus précaires. C'est une question de dignité, jamais de culpabilité. Malgré tout, derrière ça, il y a des vies empêchées. Il y a, par exemple, des mamans solo qui ne peuvent pas aujourd'hui. On y reviendra aux mamans solo. Donc il faut accepter, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Et donc, si on veut réussir cette bataille du plein emploi,
il faut pas simplement verser le RSA, il faut accompagner, demander, et c'est le contrat de confiance, un engagement, c'est ces 15 à 20 heures d'activité, d'insertion, de formation. Si on trouve ce faisant un travail, il est payé. Monsieur le candidat, on vous a entendu. L'autre point, si vous me permettez, je le lis, c'est que l'une des... plus là, on va passer à la jeunesse maintenant. Non mais je la glisse quand même. Monsieur le candidat, je la glisse quand même. Monsieur le candidat, je la glisse quand même. Monsieur le candidat, vous me permettez, je le lis, c'est que l'une des... plus là, on va passer à la jeunesse maintenant. Non mais je la glisse quand même. Monsieur, je la glisse quand même. Monsieur le candidat, glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande mesure des horloges ici. Okay. C'est pas vous, monsieur le candidat. C'est malgré tout le versement pour tous. On a fait le prélèvement à la source pour l'impôt. Oui. La solidarité à la source est essentielle et ce sera une mesure de solidarité. Jeunesse, important la jeunesse, fermée. On va parler jeunesse maintenant, deuxième thème. Vous proposez notamment quelque chose de très concret, financer le permis de conduire pour ceux qui s'engageraient dans le service national universel. Universel, ça concerne combien de jeunes? Je la glisse quand même. Monsieur, on va parler jeunesse maintenant, deuxième thème. Vous proposez notamment quelque chose de très concret, financer le permis de conduire pour ceux qui s'engageraient dans le service national universel. Universel, ça concerne combien de jeunes? Je la glisse quand même. Cette année, c'est 50 000. Ce que je veux, c'est pouvoir le généraliser. Aujourd'hui, c'est une base de volontariat. Le SNU, ça fera partie d'ailleurs du débat institutionnel. Si on veut le rendre, le service national universel, pardon, si on veut le rendre obligatoire, il faut changer notre constitution. Mais l'objectif, c'est d'avoir plusieurs centaines de milliers de jeunes chaque année qui vont d'abord dès le lycée faire la partie là, qui est obligatoire avant 16 ans. Et ensuite, c'est un engagement de la nation. D'accord, et sur le permis de conduire. Et donc l'idée, c'est, vous êtes... je la glisse quand même. Sur le permis de conduire. Et donc l'idée, c'est, vous êtes... vous acceptez, vous êtes engagé au service national universel, l'État, la collectivité, vous offre le permis. Vous paye le code, les heures, le diplôme. C'est combien un permis de conduire en moyenne? Ça je la glisse quand même, c'est entre 1000 et 1600. Ouais, parce qu'il est, voilà, parce qu'il est rare de l'avoir du premier coup, c'est ça le problème. Et donc les heures... Vous l'avez raté, vous, le permis? Moi je l'ai raté une fois, oui. Une fois, d'accord. Pas glorieux, mais... C'est une information. Au lycée. Mais donc ça on va accompagner, je le dis, on va aussi le faire pour les réservistes. Parce que je veux une grande mobilisation civile pour mieux résister au choc, mobilisation pour qu'on ait plus de réservistes dans l'armée, mais aussi la police, la gendarmerie. L'idée, c'est de doubler nos nombres de réservistes. Les jeunes qui s'engagent et qui sont réservistes, y compris d'ailleurs dans la sécurité civile. Et avant, ils vont être au lycée, ces jeunes. Et là, c'est ma prochaine question. Je la glisse quand même, Je comprends pas bien. Les maths étaient sortis, ça y est, ils reviennent. Oui, je pense qu'il faut revenir. À partir de quand? Dès septembre, là? L'idée, c'est de le faire dès la rentrée, oui. Oui, parce qu'en fait, on évalue les choses, donc il faut être pragmatique. Donc dès la rentrée, hop. Je pense que la réforme du bac qui a été portée par le gouvernement est une bonne réforme. Elle est ratée un peu ou pas? C'est ça? Non. C'est un échec? Non. Pardon, on a beaucoup remis les fondamentaux aux primaires. Moi, je crois que ça marche. On commence à voir les résultats. Les évaluations sont bonnes. D'accord. Le collège, on n'a pas touché. Et au lycée, on a en effet enlevé du tronc commun. Non, mais je la glisse quand même. Et là, c'est dès le collège, dès la 5e, qu'il y ait plusieurs heures par semaine où on aide à l'orientation des jeunes et des familles. C'est-à-dire qu'on fasse rentrer avec nos régions le monde du travail, des entreprises bien davantage. Dès la 5e. Parce que c'est comme ça, je la glisse quand même. Sécurité, troisième thème, vos opposants disent que vous avez échoué sur la sécurité. 2 chiffres pour illustrer ce propos du ministère de l'Intérieur. L'an dernier, plus 12% de victimes de coups et blessures, 14% de plus sur les violences interfamiliales. Question, avez-vous échoué? Et êtes-vous le candidat qui peut vraiment protéger les Français des violences du quotidien? C'est un investissement, c'est du sérieux, la sécurité. Ouais. Et donc, j'ai remis des policiers, des gendarmes. J'avais pris un engagement, 10 000 policiers et gendarmes embauchés. Ils sont tous maintenant sur le territoire. Dans chaque circonscription de police et de gendarmerie, on a plus de monde. Et on va continuer, c'est l'engagement que je prends pour l'avenir. Je la glisse quand même. Je la glisse quand même. Dommage sur les biens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les violences ont augmenté. Et parce que d'abord, il a fallu former ces policiers et ces gendarmes, ils ne sont pas arrivés tout de suite. Et ensuite, parce qu'on a une société plus violente, et que les violences intrafamiliales, et bien le phénomène, ce qui est d'ailleurs très bien, maintenant on en parle, il est désinhibé, on le mesure beaucoup mieux. Et donc on doit absolument continuer là-dessus, à former, à recruter, à sanctionner. Et donc, pour être concret, moi je la glisse quand même travail et de la présence de nos policiers sur le terrain, numériser les procédures et les décharger du travail administratif, des charges indues, pour que nos policiers et nos gendarmes soient sur le terrain, c'est ce qu'on a fait. Mettre des brigades, des forces de police, mettre plus de force. Ça avait été dit il y a 5 ans. Non mais pardon, ce que j'ai dit il y a 5 ans, je l'ai fait. Ce que je vous dis là, c'est les engagements que je prends pour les 5 ans à venir. C'est pour ça que j'ai dit, pour les 5 ans à venir, déployer plus de force aussi, dans les heures de pointe, dans nos transports. Et d'un mot, la police et la gendarmerie, c'est une chose. Il faut, et je la glisse quand même. En plus de ces solutions de garde très pratiques pendant les 3 premières années, on a aujourd'hui des aides à la garde d'enfants
pour accompagner les parents jusqu'à 6 ans. Pour les mamans solo, je souhaite qu'on le fasse jusqu'à 12 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne se garde pas tout seul à 7 ou 8 ans. Et là où on peut s'arranger... Et c'est pas légal non plus. C'est pas... À propos de la vraie justice homme-femme... Je la glisse quand même. À propos de la vraie justice homme-femme, une femme Premier ministre... À propos de la vraie justice homme-femme, une femme Premier ministre, vous y pensez? Je la glisse quand même. Premier ministre, vous y pensez? Vous avez des noms à nous donner ce soir, bien sûr. Non, vous n'aurez aucun scoop. Vous y pensez ou pas? Je la glisse quand même. Je ferai tout pour avoir une force majoritaire à l'Assemblée paritaire, ce qui est quasiment le cas. Je la glisse quand même. Je la glisse quand même. Je la glisse quand même. Un mot sur les Français qui se précipitent, là, qui achètent des pastilles d'iode en ce moment. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Raison gardée. Je la glisse quand même. Le choix de la France, c'est pas la peine. Nous aidons l'Ukraine, nous faisons tout pour... Je la glisse quand même. Vous avez parlé d'un leasing en matière de voitures électriques. Ça coûte cher aujourd'hui, une voiture électrique. Hein. Et là, vous proposez un leasing. Expliquez-nous, c'est quoi? C'est ce que vous avez dit, c'est cher. C'est cher, oui. Dans les 5... Oui, c'est plus cher qu'une voiture thermique. Mais on va, malgré tout, c'est bon. Oui, et c'est bon. Et je la glisse quand même. La pollution, la consommation. Bon, ça coûte cher. Donc... Et donc, on va continuer ces systèmes de primes de conversion et de bonus. Mais on voit bien que même quand on est aidé, acheter un véhicule électrique pour un ménage, par exemple un couple qui est au SMIC, qui a besoin, c'est trop cher. Donc le leasing, c'est de dire, on va créer un système où, avec les services de l'État, la caisse de dépôt, des mécanismes adaptés et nos banques, et je la glisse quand même. Vous faites des économies, mais il faut d'abord... des économies de temps, c'est vous qui allez en faire des économies de temps. Avant d'aborder l'Ukraine, allez, une petite série de questions au cours sur le thème de l'actualité. Le gouvernement, monsieur le candidat, a fait appel au cabinet de conseil McKinsey, notamment pendant la crise sanitaire, pour organiser tout ça. Selon une commission d'enquête très sérieuse du Sénat, ce cabinet n'a pas payé d'impôts en France entre 2011 et 2020. Une réaction? Ça me choque comme tout un chacun. D'abord, que le gouvernement, les collectivités, quiconque ait recours à des cabinets d'experts ne me choque pas en soi. Ça vous choque pas? Non, il faut qu'il y ait 900 millions d'euros en 2021. Il faut qu'il y ait des compétences qui soient mobilisées. Le critère pour moi, c'est que ça ne vienne pas remplacer des choses qu'on sait faire nous-mêmes. Et que ce soit fait de manière transparente et contrôlable. Voilà, une fois que c'est ça, il faut qu'on puisse solliciter la ressource où on en a besoin. À côté de ça, il faut toujours savoir, là aussi, raison garder. Et je la glisse quand même. On se pose la question, c'est le cabinet privé ou c'est les hauts fonctionnaires? C'est ça la question. Ce qui gouverne l'administration sur notre constitution, c'est le ministre. Et puis ensuite, il nomme des directeurs et des directrices d'administration. Et après, l'armature de notre administration, c'est celle-ci. Et je la glisse quand même. C'est ce que vous dites. La seule chose qui nous choque, 900 millions d'euros, c'est que des cabinets qui viennent aider le gouvernement, la puissance publique, ne payent pas l'impôt. Moi, c'est pas simplement ça que ça me choque, c'est que j'ai bougé là-dessus. Et donc, je veux que toute multinationale paye des impôts dans les pays où elle travaille. Ils paieront leurs impôts. Donc, au-delà de ça, ce qu'on a fait, c'est une réforme de l'imposition minimale. Et pour les multinationales qui ne payaient pas d'impôts... C'est pas le sujet. Ce cabinet qui n'a pas payé ses impôts va rattraper son cabinet. Non, il ne peut pas rattraper son retard. Pourquoi? Parce que je la glisse quand même. Une grande... L'administration fiscale va regarder. S'il a fraudé, il les paiera. S'il n'a pas fraudé, mais qu'il a utilisé des schémas d'optimisation fiscale, il ne les paiera pas et vous n'irez pas les rechercher. Parce que la loi, c'est la loi. Par contre, ce qui nous choque tous, c'est que des cabinets comme ça ou des grandes multinationales ne payent pas parce qu'elles peuvent échapper. Ça, on a compris. Non, mais c'est pour ça, pas simplement comprendre, je les porte. Et je la glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande... Ça, on a compris. Non, mais c'est pour ça, pas simplement comprendre, je l'ai porté en européen. On a réussi à obtenir des Américains un accord il y a quelques mois. Sous présidence française, nous allons passer au niveau européen l'imposition minimale et l'imposition des multinationales dans le numérique. C'est à moi de faire ce geste-là, et donc, monsieur le candidat, je vous dis que demain, et je la glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande dire que celui de demain va changer. Notamment l'OMS vient de dire que la France a enlevé le masque trop brutalement. Certains disent que vous l'avez fait pour des raisons électorales. Est-ce qu'on va remettre le masque après les législatives? Vous savez, les gens disaient aussi que j'avais durci les choses pour des raisons électorales. J'ai tout entendu. Ni le Covid, ni la guerre en Ukraine, le président de la République ne peut le choisir. J'ai eu une boussole. Protéger nos compatriotes. Et le faire à chaque fois de manière proportionnée. L'OMS, dans le texte que vous décrivez, parle de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, des Européens. Je crois qu'on a à peu près tous fait la même stratégie. Elle est de bon sens. Est-ce qu'on pouvait encore demander à nos enfants de porter le masque à l'intérieur? Non. Donc c'est pas électoraliste. Mais non, mais je la glisse quand même. Monsieur le candidat, après le décès d'Ivan Colonna, les drapeaux français ont été mis en berne sur le bâtiment de la collectivité locale pour le deuil d'un homme condamné 3 fois pour l'assassinat d'un préfet. Est-ce vous pouvez accepter cela? Vous avez tout dit dans votre phrase. Et je la glisse quand même. Monsieur le candidat,
Autre sujet complètement différent, plus personnel. Vous avez enchaîné des crises, gilets jaunes, pandémie, guerre. C'est quoi votre truc pour tenir le coup? Humainement. Vous voulez dire par là que je ne Humainement. Je ne donne pas chance. Je ne donne pas chance. Écoutez, c'est d'être d'abord concentré, d'avoir une hygiène de vie. Je la glisse quand même. Monsieur le candidat. Et puis de savoir pourquoi on fait les choses. Et moi, je la glisse quand même. Monsieur le candidat. Il faut tenir et il faut avancer, il faut prendre les bonnes décisions. Et surveiller son langage aussi pour le prochain quinquennat si vous êtes réélu, ou vous redirez par exemple ce qu'on appelle les macronades, mais qui parfois vont très loin, comme emmerder les non-vaccinés, qui ont aussi choqué les vaccinés. Est-ce que ça par exemple vous savez, ce mot-là on peut à chaque fois on fait très rapidement. Non, mais je pense avec fond qui remonte à la surface. C'est tout à fait juste, mais parce que derrière ça, il y a aussi une spontanéité, un engagement. Je la glisse quand même. Monsieur le candidat. Je ne me changerai pas parce que je ne me travestis pas. Alors l'Ukraine, maintenant je m'adresse plus au candidat Macron, mais au président Emmanuel Macron. Vous devez partir rapidement après cette interview. Nous ne sommes pas co-belligérants. Et donc il y a une chose qui ne dépend pas de nous, c'est la volonté du président Poutine. Justement, vous l'avez eu 8 fois au téléphone. Est-ce que cet homme est encore raisonnable? Je dirais même que je l'ai eu beaucoup plus de fois. Ouais, et non de rien n'avance pour autant. Est-ce qu'il est encore raisonnable? Je la glisse quand même. Moi je suis engagé. Donc j'ai l'optimisme de la volonté. En même temps, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Bon, elles dépendent aussi de la Russie qui a fait le choix unilatéral d'agresser l'Ukraine. Et donc, il y a des incertitudes. Je vous dis, je la glisse quand même. Monsieur le candidat. Ça touche déjà notre vie sur le coût des matières premières et le coût de l'essence, du gaz, de l'électricité. Face à ça, ça fait partie des décisions que je vais porter au sommet européen. Utiliser tous les stocks disponibles. Certains ont des stocks, la Chine et d'autres. Il faut les utiliser. Produire plus. Et je la glisse quand même. Monsieur le candidat. Aux pays qui en ont le besoin pour éviter ces faits. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci Emmanuel Macron, candidat, d'avoir été avec nous ce soir.